Ok, donc je vais revenir en arrière. Ok, bon, c'est moi qui ai fait une fausse manip, je suis désolé, hein. Donc, l'agenda, pourquoi utiliser, je vais pas revenir en détail, hein, pourquoi utiliser les connecteurs, les différents types, les options de résultats et les questions-réponses. Donc, pourquoi utiliser les connecteurs, c'est ce qu'on vient de dire, c'est pour un gain de temps et pour la récupération automatique des résultats et des tracés. Et on revient du coup sur les différents types de connecteurs. Donc, on a dit les connecteurs boulons. Donc, le connecteur boulon vis-écrou, c'est le plus courant, hein. Donc après, vous verrez, il y a différentes options. Ça peut être des lamages, etc., etc. Et puis, tout ce qui est ancrage au sol ou dans un mur. Ensuite, on aura les connecteurs d'axe. Donc le connecteur d'axe, ben, pour simuler un axe, avec la possibilité, lorsqu'on met un connecteur d'axe, de le bloquer en translation ou en rotation. On va avoir les connecteurs ressorts qui nous permettent de simuler des ressorts, traction, compression, ou qui font les deux d'ailleurs, qui font à la fois traction et compression. On va avoir les connecteurs paliers pour simuler des paliers. Les connecteurs de type cordon de soudure, soudure par point, donc bon, ben après voilà quoi. Je les utilise pas particulièrement, mais bon. On a aussi des connecteurs rigides qui nous permettent de simuler une barre rigide. Un connecteur barre articulée, ben, ça va nous permettre de simuler une barre articulée, comme son nom l'indique, et les connecteurs appui élastique qui nous simuleront un appui élastique type plot élastique, etc., etc. Voilà. Donc on va passer au premier type de connecteur, le connecteur de type boulon. Donc, on définit un connecteur de type boulon entre deux ou plusieurs composants, ou entre un composant et le sol. C'est ce que je vous disais, type boulon d'ancrage. Ils sont utilisables avec ou sans écrou, donc en mode vis. Vous pouvez très bien mettre un connecteur entre un trou taraudé et une pièce, quoi. Si vous venez fixer une pièce sur un trou taraudé. Donc, dans le connecteur, ben, on aura des spécificités qu'on pourra rentrer, hein. Donc, dans le connecteur type boulon, ben, les spécificités, ça sera le matériau. Et les précontraintes, type coupe de serrage, etc., etc. Donc, on voit que lorsqu'on crée un connecteur type boulon, on a différents petits icônes qui s'affichent, qui nous permettent de sélectionner le type de connecteur, standard ou lamage avec écrou. Donc, bon, c'est un boulon, une vis, un écrou. Un fraisage avec écrou, idem. On a un standard ou lamage pour trou taraudé, donc une fixation d'une pièce sur une autre. Le fraisage pour trou taraudé de la même manière. Et le boulon d'ancrage, qui nous permet de fixer un objet, une plaque sur un mur ou au sol. C'est ce qu'on voit en dernier, qui sera le boulon d'ancrage. Donc, on arrive au connecteur boulon. Donc, le connecteur boulon, il nous permet d'afficher un tracé de résultat. Donc, le tracé de résultat, c'est les deux petites fenêtres qu'on voit en bas à gauche de l'écran, avec une partie en rouge, une partie en verte. Donc en gros, c'est hyper visuel, hein, pour avoir un résultat assez rapide. Vous voyez, en cliquant sur le dossier de résultats, c'est l'image que je vous ai mis à droite de l'écran.
en cliquant à droite sur le tracé, vous pouvez lister les forces dans les connecteurs. OK, et là, vous allez retrouver tous les efforts que vous avez dans chacun des connecteurs que vous avez positionnés sur votre ensemble. Donc là, en l'occurrence, on voit que sur la partie gauche, c'est des connecteurs qui ne passent pas, c'est-à-dire les vis sont susceptibles de casser. Et sur l'image droite où c'est en vert, c'est que voilà, les connecteurs sont bien dimensionnés et supporteront la charge qu'on va leur mettre. Et on peut aussi, vous voyez, c'est tout l'intérêt hein, d'utiliser les connecteurs en simulation, on peut aussi afficher un tracé de contrôle, vous voyez, c'est super visuel. Donc là, vous avez des vis en verte et des vis en rouge. Donc vert, rouge, vert ça passe, rouge, attention. Et vous le voyez, je ne sais pas si c'est bien visible, mais vous voyez, il y a une petite fenêtre qui s'appelle contrôle des axes des boutons, des axes et boulons, pardon, et où il vous marque nécessite l'attention. Il y a 8 vis, donc ce sera les 8 vis qui sont en rouge, qui nécessitent l'attention parce que effectivement, on a un risque que ces vis cassent. Elles sont pas suffisamment dimensionnées pour les efforts qu'on a appliqués sur, là en l'occurrence, un petit ensemble dans lequel on a mis une pression. Donc, on va aller voir un peu plus en détail comment ça se passe dans SolidWorks. Hop. Donc ici, on va ouvrir notre ensemble. Voilà, un petit ensemble de piping. C'est bon, l'écran, ça fonctionne, hein, vous n'avez plus de soucis, tout le monde voit. Ok. Donc, on a défini ici une simulation. Et vous voyez, dans votre arbre, vous avez les connexions. Dans les connexions, vous pouvez définir des connecteurs. Ok, donc on va rentrer dans un des connecteurs, modifier la définition. Donc, comment on se définit? Alors là, vous voyez, c'est un fraisage. Donc, on a effectivement des trous fraisés. Donc, pour définir un connecteur, on a la sélection de la face fraisée sur laquelle va être en appui notre tête de vis et la sélection de l'arête sur laquelle va être en appui notre écrou. Donc, si ça avait été un boulon standard, on aurait la sélection de 2 arêtes, une arête de chaque côté, une arête pour la tête, une arête pour l'écrou. Donc ici, on est dans le cas d'une vis fraisée avec écrou. Donc après, on a les définitions des écrous. Donc généralement, en fonction du trou, du diamètre du trou, il vous met, comment dire, les bons diamètres au niveau et du diamètre de la vis et du diamètre de l'écrou. On a la possibilité de faire une tige ajustée, c'est-à-dire sans jeu. On a ensuite la définition du matériau. Donc, on peut définir un matériau. Donc, comme d'habitude, hein, même fenêtre. On a la possibilité de lui mettre des données de résistance et des précontraintes. Donc je vois qu'il y a une question qui est s'il y a une rondelle interposée. Ben, s'il y a une rondelle interposée, en fait, on va changer le diamètre. Au lieu de mettre un diamètre d'écrou de 23,8, et ben, si la rondelle a fait 30, on mettra un appui de 30 pour simuler la rondelle.
Donc la possibilité de rentrer un couple. Donc là, bon, en l'occurrence, on ne l'a pas rentré, mais on aurait pu rentrer un couple de serrage et un facteur de couple. Après, bon, les possibilités de faire des séries de boulons, si vous avez des séries de perçage, etc., etc. Donc, en fait, bon, il y a plein de petites options. Donc, on va définir nos connecteurs boulons sur chacun des trous. Donc, on va retrouver là en l'occurrence, 8 vis. Alors, sachant qu'on a la possibilité dans SolidWorks Simulation de faire un copier-coller. Une fois qu'on a défini, qu'on a rentré le couple de serrage, enfin, qu'on a bien défini notre vis, on va faire un copier-coller et on va faire un copier-coller et puis changer les faces, quoi. En gros, je vais vous montrer, copier, clic droit sur le dossier, coller, hop, il me rajoute en admettant que je l'ai bien défini, et puis je vais lui dire, bah, c'est plus cette face-là, c'est cette face-là, c'est plus cette arête-là, c'est celle-là. Donc voilà, on a la possibilité de faire du copier-coller, d'en définir un correctement, et puis après de comment dire, réattribuer les phases de contact. Donc voilà, après on a une deuxième série de connecteurs boulons qui est là, qui va passer par les 3 pièces qui sont ici. Donc ça va être une baie de vis hexagonale avec un écrou de l'autre côté. Donc on va regarder un peu plus. Alors il y a une question, comment détermine-t-on le facteur du couple? Bon, il y a des sites très bien faits pour ça. Vous regardez sur internet, vous allez trouver cette réponse. Je crois. Alors attendez, comment comme ça, moi je crois que j'utilise un truc qui s'appelle Technocalcul, qui vous donne les valeurs des couples, les facteurs, etc., etc. Donc là, on est à nouveau dans un connecteur boulon. Donc même combat. Hein. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la différence entre la tête fraisée et la tête hexagonale, ben, c'est que sur la tête hexagonale, on va sélectionner 2 arêtes. Et sur une tête fraisée, on va sélectionner une face fraisée, enfin un fraisurage, plus une arête pour l'appui de l'écrou. Donc même combat, si on veut rentrer, vous voyez, on peut mettre un diamètre identique, tête de vis et écrou, ce qui est généralement le cas. Mais on peut aussi rentrer manuellement une taille d'écrou ou de tête de vis si on veut la changer. Mettons qu'on n'ait qu'une rondelle que d'un côté. Toujours même combat, on spécifie le matériau, les données de résistance, et on peut remettre une précontrainte si on veut qu'ils prennent en compte la précontrainte, les coupes de serrage. Une fois que ça c'est fait, on va exécuter notre simulation. Donc, exécuter, il va nous faire d'abord le maillage, enfin, comme toujours dans simulation. Hein, donc, il va mailler nos différents composants. Et du coup, là, on a un petit message qui s'affiche, un petit warning qui nous dit attention, on n'a pas défini de coupe de serrage, enfin de précontrainte sur les vis. Est-ce qu'on veut continuer quand même? Bon, là, en l'occurrence, on va continuer. Maintenant, si vous avez besoin absolument de spécifier le couple de serrage pour voir ce qui se passe, bon, ben voilà, c'est un message qui n'apparaîtra pas. Hop. Donc, on va le laisser calculer.
Donc en bas, vous voyez, vous avez le diagramme de convergence pour voir si votre calcul converge bien. Donc s'il converge bien, généralement, vous avez une convergence qui descend comme ça. Si vous voyez qu'elle commence à remonter, à faire des dents de scie, c'est pas très bon signe. Vous avez un risque d'échouer le calcul. Et là, vous avez les paramètres du solver. Donc voilà. Donc là, on a fait tourner notre calcul. Donc bon, on voit que on a des surfaces en rouge, etc. Mais bon, dans le cas présent, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est nos connecteurs. Donc vous voyez, quand je clique droit sur le dossier résultat, je peux ajouter la liste des forces dans les connecteurs. Voilà. Il nous ouvre une petite fenêtre. Donc on peut avoir les forces de réaction, les forces externes, de contact, frottement, et les forces dans les connecteurs. Ici, on peut sélectionner soit dans un, vous voyez, il va nous lister tous nos connecteurs. Si on a un mixte axe, boulon, ressort, on peut sélectionner par type. On peut sélectionner tous les connecteurs et avoir un résultat brut. Ou les sélectionner un par un, chaque vis, et voir ce qui se passe dans chacune des vis. Bon, là, en l'occurrence, on est sur tous les connecteurs. Donc, comme on sait qu'on a que des vis, on va regarder comment sont nos vis. Donc, il va nous... Ah, attendez, on va grandir un peu. Voilà. À droite, on voit, c'est le connecteur 1. On voit la force de cisaillement, la force axiale, le moment de flexion, le couple, qu'on n'a pas renseigné, donc du coup un couple à 0. Et puis ainsi de suite. Le 2, le 3, etc. On voit que c'est en rouge, donc en fait on dépasse les caractéristiques matériaux et on a un risque de casse. Donc vous voyez quand on clique dessus, en fait, il nous montre lequel c'est dans la fenêtre graphique. Donc vous avez moyen de repérer vos connecteurs ici. Il nous ouvre aussi une petite fenêtre qui nous dit, ben voilà, qui nous rappelle les 3 valeurs qu'on a dans l'arbre. Donc en rouge, ben c'est pas bon. Il faut revoir, redimensionner, changer de matériaux ou agrandir les tailles des écrous ou augmenter le nombre d'écrous, enfin de boulons. Et en vert, c'est ceux qui sont bons. Donc on est dans les clous, on n'a pas de risque de cassure et même combat. Quand on clique dessus dans la petite fenêtre, il nous l'affiche ici et il nous rouvre la fenêtre pour nous donner les résultats. Donc voilà l'intérêt d'utiliser connecteur, c'est de pouvoir dimensionner sa visserie et puis aussi d'avoir comment dire une validation, lesquelles passent, lesquelles passent pas. C'est visuel, c'est rapide. Et dans un deuxième temps, pardon, on peut aussi un tracé de contrôle qu'on valide. Et c'est la petite fenêtre que je vous montrais tout à l'heure. Donc encore plus visuel. Bon, on n'a pas les efforts, hein, mais encore plus visuel. On voit que tous nos connecteurs fraisés, ben, ils sont mal dimensionnés et tous nos hexagonaux là sont bien. Donc en fonction des efforts qu'on a appliqués effectivement sur notre simulation. On a cette petite fenêtre qui vient s'ajouter et qui dit attention, nécessite l'attention, il y a 8 vis qui nécessitent l'attention, et donc on est capable, toujours de la même manière, voilà, de les afficher en cliquant dessus. Donc voilà l'intérêt d'utiliser des connecteurs, d'autant plus des connecteurs boulons. Ça nous permet de dimensionner notre visserie, d'avoir un résultat hyper visuel très rapidement, d'avoir un résultat des efforts dans chacun de ces connecteurs, ce qui n'est pas le cas si on n'en met pas. Et puis d'inclure aussi ce petit contrôle d'axe et de boulon dans comment dire, dans le rapport que vous pouvez générer à la fin de votre simulation.
Donc voilà, ça c'est ce qu'étaient les connecteurs boulons. Donc on retrouve un petit peu le même genre de choses en fait dans les axes. Donc le connecteur d'axe qui va être notre deuxième connecteur et en fait qui fonctionne un petit peu pareil en termes de résultats. Donc il sert à relier deux faces cylindriques de deux composants. Donc on a une version circlip où on bloque la translation dans les deux sens, c'est-à-dire on simule un axe pris par deux circlips et donc qui ne peut pas translater, ou une version clavette où on bloque la rotation des deux faces cylindriques entre elles. Donc on imagine un arbre claveté, notre pièce est clavetée aussi, donc elles ne peuvent pas tourner l'une par rapport à l'autre. Elles tournent ensemble, quoi. On peut spécifier la raideur, la matière et les données de résistance, de la même manière que sur la visserie. Donc, même combat, toujours de la même manière, puisqu'on a vu tout à l'heure quand on a regardé que on pouvait définir des tracés de résultats, c'est-à-dire la liste des forces dans les connecteurs. Il nous proposait de le voir les efforts dans les vis, mais aussi dans les axes. Donc voilà. Donc même combat, on retrouve la même fenêtre, vert rouge, bon pas bon. Et même combat, on arrive à définir un tracé de contrôle des axes et des boulons. Donc du coup, c'est marqué dans le nom, hein, axe et boulon. Donc on voit là notre axe, en l'occurrence sur notre pince, elle est verte. Donc elle est bien dimensionnée par rapport aux efforts qu'on a appliqués sur notre pince. Donc si on regarde rapidement dans SolidWorks, on va ouvrir donc le petit assemblage de la pince. Voilà. Dans lequel on a défini notre connecteur, toujours au même endroit, hein, c'est dans les connexions. Ici, on fait clic droit sur connexion, ajouter, donc on a la possibilité, un ressort, un axe, un boulon, un palier, une soudure, la barre articulée, la connexion rigide. Donc ici, en l'occurrence, on a défini un connecteur d'axe. Pour le définir, de quoi on a besoin? On a besoin de deux faces coaxiales. En option, on peut définir le type de connexion, c'est-à-dire avec circlip ou avec clavette. Donc là, on veut effectivement que les deux pièces pivotent entre elles. Par contre, on ne veut pas qu'elles translatent et qu'elles s'écartent. Donc, on a défini un connecteur avec circlip. Toujours même combat, on peut définir des précontraintes, on peut inclure la masse. Pareil dans la visserie, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais on peut sélectionner et inclure la masse de la vis si elle a une importance. Bah, j'imagine si vous avez de très très grosses vis, bon, bah, ça peut représenter un peu de poids à terme, surtout si vous avez beaucoup de vis. Idem, matériaux. On peut définir les matériaux à la main. On peut de la même manière donner les données de résistance de notre axe. Et puis, ben, de la même manière, on exécute le calcul. Hop, ça marche pareil. Et à la fin, on obtient les mêmes genres de résultats, les mêmes options de résultats, c'est-à-dire les efforts dans les axes. Voilà. Donc, bon, on continue à avoir nos efforts sur notre pièce, hein, voir les endroits qui subissent le plus d'efforts. Mais là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse dans le cas présent, c'est toujours la même chose. Les efforts dans les axes, voilà. On retrouve notre force de cisaillement, notre force axiale, notre moment de flexion et notre couple. Et on retrouve notre tracé de contrôle, voilà, qu'on pourra toujours inclure dans notre rapport de calcul. Et il nous met notre petit axe en vert pour dire que c'est bon. Vous voyez, nécessite la tension 0, OK, 1. Voilà. Et quand on clique dessus, il nous ramène toujours sur le même.
Donc vous voyez, les axes, les vis, ça fonctionne un petit peu pareil. Hop. Donc c'est quand même hyper pratique. Puis dans un rapport, c'est propre. Ça vous permet quand même d'avoir une petite image où vous validez chacun de vos connecteurs. On a le connecteur de type ressort. Alors, à quoi sert le connecteur de type ressort? Il sert à relier deux faces parallèles entre deux composants ou des sommets. Donc, version compression, traction, ou version compression ou version traction. On spécifie une raideur et on peut précharger notre ressort. Pom, pom. Je vais regarder si j'ai un petit modèle. Alors, je sais. Voilà. Donc, le connecteur ressort, vous voyez, il est défini. Alors oui, on a une représentation visuelle de l'emplacement de nos connecteurs, hein. Vous l'avez vu tout à l'heure pour les axes et vous l'avez vu pour les boulons. Donc là, on a la représentation visuelle de notre ressort qui est entre telle face et telle face. Voilà, qui veut nous simuler une petit, comment dire, un petit amortisseur en fait. Donc celui-là est plus long à calculer, donc je l'ai fait tourner avant, hein. Donc, vous voyez, on peut avoir plusieurs connecteurs du coup, parce que on a aussi spécifié des axes dans notre ensemble. Donc on peut compiler plusieurs connecteurs à la suite. Et on a cet axe plus notre ressort pour cet ensemble-là. Donc même combat. On va regarder un petit peu notre connecteur, ressort. Donc c'est entre deux faces parallèles. Donc là, c'est ces deux faces-là. Ça aurait pu être entre deux faces cylindriques coaxiales ou deux emplacements, les deux sommets que je vous disais. Donc, on va sélectionner nos deux faces. Dans les options, on va définir la raideur de notre ressort. Donc, on a une raideur normale, c'est-à-dire dans l'axe du ressort. Mais on pourrait avoir une raideur tangentielle, c'est-à-dire axiale. Ensuite, on peut définir une force de précontrainte en compression ou en tension. Et puis voilà, c'est à peu près les seules options qu'on a ici. Bon, c'est déjà pas mal, hein, ça nous permet de simuler quand même un ressort. Donc là, on a les trois onglets qui nous permettent de sélectionner notre compresseur notre ressort en compression ou traction, enfin et traction, pardon, un ressort en compression uniquement ou un ressort en traction uniquement. Du coup, une fois qu'on a bien déterminé notre ressort, on fait tourner le calcul et on peut afficher du coup les options de résultat où on a appliqué un effort et fait travailler notre ressort. Voilà, voilà. Donc en fait, ce qui nous intéressait, c'était de voir les options et ce qu'on pouvait définir dans notre connecteur ressort. Donc on ne peut pas récupérer les efforts dans le ressort, je crois. Attendez. Ah si, pardon. Non, non, on ne peut pas. C'est bien ce que je pensais. Donc par contre, en l'occurrence, là, on pouvait récupérer les efforts dans nos axes. Même combat, le tracé de résultat, comme on avait vu dans nos axes. Donc voilà,
Le connecteur ressort, c'est pas un connecteur qui est difficile à mettre en place, hein. Et il suffit de connaître vos raiders et les précontraintes auxquelles il peut être soumis une fois mis en place. Après, juste la sélection du bon type de connecteur, quoi. Donc voilà pour ce qui est du connecteur ressort. Hop, là. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. On a le connecteur de type palier. Je crois pas que j'ai préparé d'exemple sur le palier, mais voilà, il sert à définir un déplacement opposé de type palier sur une face cylindrique. Donc en fait, il simule un palier. La, Ce qu'on peut définir comme spécificité, c'est la raideur et la stabilisation de la rotation de l'arbre. Donc empêcher l'arbre de tourner. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour le palier, bah, c'est assez succinct, hein. Il vous faut un logement de palier, il vous faut un arbre pour définir votre connecteur. Hop, on a le connecteur soudure par point qui simule une soudure par point, bon, entre deux faces volumiques ou deux faces coque. Les seules spécificités qu'on peut lui rentrer, c'est le diamètre du point. Est-ce que j'ai un exemple là-dessus? Ça, c'est le cordon de soudure, soudure par point. Hop. Voilà, donc en gros, pour pouvoir définir ces soudures par point, il faut avoir créé des points avant et vous rentrez la taille. Voilà, par exemple, typiquement entre deux tôles, quoi. Donc on fait l'utilisation de la soudure par point. Donc oui, la seule caractéristique, c'est que pour pouvoir définir vos emplacements de soudure, il faut avoir créé en amont des géométries de référence points. Et c'est à l'emplacement de ces géométries de référence que vous pourrez créer vos points de soudure. Donc oui, la spécificité, c'est juste le diamètre du point. J'ai dû en rater un. Précédent. Non. Suivant. Le connecteur de type rigide, donc c'est pour rigidifier. Il simule une barre rigide entre deux faces. Attention, les faces sectionnées ne se déforment pas. Donc en fait, on imagine qu'on a deux faces parallèles ou non, on s'en fout en fait, hein. Il va vous tirer une barre rigide entre ces deux points, une barre au plus court, hein, droite. Et les deux faces que vous aurez sélectionnées ne se déformeront pas du tout. C'est-à-dire, je vous conseille d'utiliser les lignes de séparation pour découper les faces quand vous posez un connecteur rigide. Ça vous permet en fait de laisser la face se déformer autour de la simulation de la barre. Je sais pas, on imagine, si vous voulez simuler qu'il y a une barre de 10 mm de diamètre, ben, vaut mieux découper une face de diamètre 10 plutôt que de sélectionner toute une face. Et en ce cas-là, il considérera que la barre est de toute la superficie de la face sélectionnée. Donc attention, les faces sélectionnées ne se déforment pas. Pas de spécificité particulière, on peut rien renseigner, c'est rigide. Donc aucune déformation. La barre articulée, bah, c'est le même combat, sauf que c'est articulé aux deux extrémités. Donc voilà. Et puis le connecteur d'appui élastique, bon bah il simule un appui élastique entre deux faces ou une face et un plan, c'est-à-dire le sol. Parce on simulerait le sol via un plan. Les faces ne sont pas nécessairement planes.
Donc la seule chose qu'on peut spécifier dans un connecteur de ce type appui élastique, ça sera donc la raideur. En fait, ce qu'on trouve dans un plot élastique. Donc on en arrive à la phase question. Donc je vais reprendre un petit peu les questions qui ont été posées tout au long. Donc le facteur de couple, c'est ce que je disais tout à l'heure, une recharge via Internet pour définir son facteur. Je vais agrandir un peu ça, parce que je vois pas bien. Voilà, voilà. Alors, la rondelle interposée, donc ça j'ai répondu, on peut changer sur le... Hop, si on revient sur nos connecteurs boulons, on peut changer le diamètre de la tête pour simuler une... pardon. Hop, 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 j'ai perdu mes... Pardon. C'est parce que j'étais dans la mauvaise. Hop, j'ai perdu. Modifier la définition. Donc on peut changer le diamètre de la tête pour simuler une rondelle. Voilà. Nous verrons à la fin. Nous utilisons souvent des rondelles de type CS avec contact à effet ressort. Donc, même combat, je pense qu'il ne faut pas dessiner la rondelle et mettre un ressort avec la raideur de vos rondelles. Tac. Pourquoi redéfinir le matériau, puisqu'en théorie, la conception, si on bosse avec nos visseries, soit Toolbox, soit perso, ou SW. Alors si effectivement vous bossez avec les matériaux, enfin les visseries Toolbox, vous aurez rentré par défaut un matériau. Et en ce cas-là, il n'y a pas à le redéfinir. S'il est défini, il n'y a pas à le redéfinir. Le lien ne se fait pas entre la 3D et la simulation. Alors là, j'ai pas compris la question. Le lien ne se fait pas entre la 3D. Ces rondelles ramènent des efforts, des contacts et des tensions supplémentaires. Dans les vis, les rondelles de type CS, j'imagine qu'on a moyen de le rentrer via les précontraintes axiales. Si on a un effort créé par la rondelle sur la vis, on aura une précontrainte axiale sur nos connecteurs. Vers 2014, est-ce possible? En 2014, on récupère pas la visserie de la toolbox, mais au niveau des connecteurs, on a exactement la même chose. Mais on ne récupère pas en direct la visserie de la toolbox. Le lien matériau se fait dans un sens ou deux sens pour le choix des matériaux. Non, non, non. Donc, ça c'est valable dans toute simulation. Le matériau, vous le définissez dans votre 3D et il s'appliquera en même temps dans votre simulation. Mais dans la simulation, vous avez la possibilité de le changer, et ça ne le modifie pas dans la 3D, de mettre le matériau que vous voulez. Peut-on cumuler deux types de connexions ressorts pour simuler la rondelle plastique plus écrou par exemple? Non, le ressort va se mettre entre deux faces 3D. Vous êtes obligé, enfin vous pourrez pas cumuler deux ressorts à la file. Pour définir votre ressort, vous êtes obligé de l'appuyer sur une face. Donc, hop.
À la fin des calculs, y a-t-il une fonction pour changer automatiquement le type de vis si elle est trop fragile ou peut-il proposer des solutions si cela n'est pas automatique? Non, là, en fait, le connecteur, les résultats que vous allez trouver, c'est si s'ils sont bien définis, s'ils passent ou s'ils passent pas. Après, c'est à vous d'augmenter vos diamètres de perçage et d'augmenter votre visserie. Maintenant, euh, ouais, je crois que via le... Attendez, je dis pas de bêtises. Non, je vous dirais une bêtise, donc je préfère rien dire. Mais je pense, bon, voilà, je pense qu'il faut visuellement, vous allez voir si oui ou non vos connecteurs passent, vos visseries. Donc, ben voilà, il va falloir les changer derrière manuellement, ou j'essaierai de remettre, s'il y a une version automatique, j'essaierai de remettre un petit billet sur le guide 3D pour répondre à cette question. Je crois que via les je crois qu'il y a une méthode. Mais bon, je remettrai un billet. C'est dommage de ne pouvoir changer après étude les matériaux sur le 3D. Ouais, oui, c'est dommage, mais bon, voilà. Ça nous permet quand même enfin, le fait que ça soit pas dans les deux sens. Ouais, on pourra aborder ça rapidement. Le fait que ça soit pas dans les deux sens, ça nous permet quand même ouais. Ça nous permet quand même d'avoir cette facilité de changer rapidement sans repasser nécessairement dans le 3D et redéfinir ces matériaux un par un. Donc c'est bien de pouvoir le faire dans simulation. Donc là, c'est le cas. Simulation ne vous met pas à jour le 3D en matériaux. Si vous définissez un nouveau matériau pour pouvoir faire passer votre étude, il faudra le remettre à jour dans votre 3D. Et donc, peut-on aborder rapidement les ancrages type platine de poteaux splittés au sol? On peut regarder quelque chose rapide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, ça va être rapide, c'est pas très réaliste, mais c'est pas grave, c'est pour le fun. On va prendre ça qu'on va fixer sur un mur. Donc, hop, on va créer un petit assemblage. Ok. Dans cet assemblage, on va mettre. Hop, on a un plan. On va mettre une pièce. Ça doit être ça. J'ai pas retenu les noms, mais je pense que ça me paraît pas mal. Voilà. Libérer. Poum poum. On va la contraindre rapidement. Hop, contrainte. Voilà. On va dire que ça et ça, c'est coïncident. Et on va dire que ça et ça, c'est coïncident aussi. Voilà. Pour pouvoir définir, on va l'enregistrer vite fait sur le bureau. Hop. Boum. Hop. On va faire une nouvelle étude. En fait, pour pouvoir définir un ancrage, donc toujours même problème, on va appliquer un matériau pour le fun. Hop. On va ajouter, alors je confonds toujours, c'est pas ça,
Tac. On va ajouter, voilà, pour pouvoir définir des connecteurs, enfin des boulons d'ancrage, il faut définir une paroi virtuelle. La paroi virtuelle, comment elle se définit? Elle se définit une face. Voilà, celle-là qui est appliquée sur notre sol ou notre mur. Ici, en l'occurrence, on va définir le plan de face. Type de paroi rigide ou flexible. On peut y mettre un coefficient de frottement. On peut mettre du jeu. Et puis voilà. Donc là, on a défini une paroi virtuelle. Ça va nous permettre de, ici, alors c'est fait un peu comme ça en courant, hein. Dans nos types de boulons d'ancrage, hop, de sélectionner l'arête qui va être fixée. Voilà. Et notre paroi virtuelle qui va être ici. Même combat, on peut spécifier les données de résistance, les précontraintes, etc., etc. Donc voilà. Ici, vous voyez, il nous simule une paroi virtuelle. Donc comme si on était ancré au sol ou et puis comme je vous disais tout à l'heure, on a la possibilité de copier-coller pour pas redéfinir chacun d'eux. Hop, on réédite, modifier la définition. C'est plus ça, mais c'est ça. Voilà, on valide. Bon, c'est un peu laid au niveau du nom, hein. Je vous le conseille. Après, vous pouvez les renommer, hein. Mais là, pour faire vite, on supprime celle-là. On dit qu'il y a celle-là. Et on refait un copier-coller pour mettre la dernière. Hop. On va supprimer l'arête. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire vite fait comme ça pour être rapide? On va mettre une petite force sur cette face-là. On va lui donner une direction. Donc, normal au plan, c'est pas ça. Pas ça. C'est ça. Inverser la direction. On va y mettre 50 kg. On va créer notre maillage. Et on va exécuter. Oui, il n'y a pas de précontrainte. Toujours le même combat, hein, si j'avais voulu mettre mes précontraintes. Voilà, on fait notre calcul. Et même combat, on peut définir un tracé de contrôle. Je vais pas rentrer les... Oui. Oui. Comme je vais pas rentrer les... Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Les données de résistance. Je vais pas rentrer mes données de résistance dans mon connecteur. Du coup, je peux pas récupérer le tracé de contrôle. Mais bon. Enfin voilà, vous avez vu le principe. En fait, le boulot d'ancrage, il se définit très facilement. C'est exactement la même chose que pour définir un boulon. Par contre, il faut avoir en amont créé la paroi virtuelle qui représentera notre mur ou notre salle. Voilà. Donc, on est arrivé au terme de cette formation. J'espère que vous aurez appris des choses. Bon, c'est vrai que pour balayer autant de connecteurs, on n'a pas vraiment le temps de le faire en détail et ça demanderait beaucoup plus de temps. Mais c'est une première approche sur les connecteurs et savoir à quoi ils nous servent et ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut récupérer comme information en automatique.
Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis vous dire à bientôt sur les formations guide 3D. Au revoir à tous.